construites sont aujourd'hui beaucoup plus isolées qu'elles étaient, et aussi beaucoup plus étanches à l'eau et étanches à l'air. Qu'elles soient étanches à l'air, c'est une bonne chose. Ça empêche l'air de passer dans les murs. C'est une des choses qui fait que les maisons sont plus performantes. Mais on a mis des membranes plastiques. Ces membranes-là, à l'intérieur, font que c'est non seulement étanche à l'air, mais aussi étanche à l'eau. Ce qui fait qu'on est obligé de mettre des échangeurs d'air pour changer l'air intérieur, parce que les maisons sont très malsains, les se ramassent à l'intérieur, le long des murs, etc. Et on fait ça aussi parce qu'on utilise un matériau qui est la laine de verre. Puis la laine de verre ne peut pas accepter que l'humidité passe dedans. C'est des particules de verre agglomérées avec une colle soufflée. Puis au premier degré d'humidité, le matériau commence à perdre ses capacités isolantes, se compacte. Au fil des années, il fait des gros motons dans le bas des murs. Par exemple, ça c'est très très fréquent dans les maisons, surtout dans les secteurs dans le bas des fenêtres, où il y a eu des infiltrations localisées, de la condensation. C'est des endroits qui sont très propices pour ça. Ça fait des gros motons de laine de verre, toutes poignées là, donc l'air fort, ça, c'est isolé pas en tout. Puis c'est de la moisissure qui n'est pas très chouette à respirer. La laine de verre en moisissure. Mais c'est pour ça qu'on impose qu'on mette des pare-vapeurs super étanches à l'eau à l'intérieur pour qu'il n'y ait aucune humidité qui traverse pour vers les murs. Là, ce qu'on a développé dans la technique de construction ici, c'est qu'on utilise des ballots de paille qui sont très isolants. On sait maintenant qu'un ballot de paille, un mur de ballot de paille avec la clinique Tigret représentait R30, c'était testé en laboratoire au printemps. Puis, donc c'est plus performant que les normes, les récentes normes les plus élevées. Puis, ils sont mis dans un mortier, on coule un mortier de chaque côté. Donc un mortier qui est le même que celui-là, mais on enlève une partie du sable pour le remplacer par de la sciure de bois. Ça donne ce mortier-là que j'ai fait circuler. Puis qui est beaucoup plus léger, mais qui permet à l'humidité de passer à travers. Il se trouve que la paille, c'est du bois. Et le bois est capable, c'est pas du foin là. Paille et foin, la paille, le foin, la paille, le foin. Ça va être différent. La paille, c'est la nourriture pour les animaux. Donc c'est de l'herbe verte qu'on fait sécher, qu'on met en ballot pour que les animaux les mangent. Que ce soit hiver, hein, parce que sinon, mastiquer de la paille sèche, c'est pas drôle. Tandis que la paille, c'est la tige de la céréale, donc c'est du bois. C'est la même composition que le bois. C'est pas du tout du foin. Le foin, si on met de l'eau dans une balle de foin, vous savez que c'est vert, ça va composter, ça va chauffer. Ça peut même mettre, ça va être tellement chaud que ça peut même mettre le feu s'il y en a beaucoup dans une grange. Il y a des feux de grange comme ça. Mais si on met de l'eau dans un ballot de paille, ça se décompose comme une bûche dans la forêt, et il n'y a aucune chaleur qui est dégagée parce qu'il n'y a pas d'azote dedans, il n'y a pas de verre dedans. Donc la paille, elle, étant du bois, elle est capable d'absorber l'humidité et de la réémettre. Autrement dit, au Québec, on a des maisons de bois ronds depuis des siècles, des maisons isolées à la sciure de bois, tout ça, il n'y avait jamais aucun problème d'humidité dans les murs, comme on a eu des problèmes avec la laine de verre. Mais là, toute l'industrie de la construction, là, c'est laine de verre, pellicule étanche, puis en white. Tu sais, là, on vit dans une maison de plastique, là, échangeur d'air, déshumidificateur, tout est assisté mécaniquement. On arrive avec des maisons très bien isolées, mais complètement chimiques et industrielles, où tous les matériaux, on crée beaucoup de déchets à la construction, 2 à 3 tonnes de matériaux de déchets à la construction de la maison. On en crée aussi beaucoup quand on la rénove. Tous des déchets qui peuvent servir à rien, qu'on peut juste envoyer dans les sites d'enfouissement. Il y a beaucoup de déchets quand on détruit une maison, il n'y a rien là-dedans. Alors que la technique qu'on a inventée est aussi et même plus performante que les normes d'isolation les plus modernes, avec des matériaux qui sont complètement naturels, renouvelables, locaux, qu'on peut utiliser comme on veut après, lors de la disposition, soit pour remplir des trous si c'est du mortier, soit pour mettre dans le jardin la paille, le bois pour brûler. On peut complètement détruire une maison à ballot de paille puis il ne reste rien pour les sites d'enfouissement. Donc, en plus d'être performant, et en plus, c'est que le mortier qu'on utilise, grâce à la paille qui est du bois qui est capable d'absorber et de réémettre l'humidité, va absorber l'humidité dans les murs, puis va la réémettre selon si c'est plus sec ou plus humide. Donc, aucun besoin d'avoir des pellicules étanches. Donc, la maison respire. Puis on sait maintenant, après les études qu'on a faites, que ce mortier-là n'est pas 100% étanche à l'air.
il reste partout une minuscule infiltration qui fait qu'on ne peut pas classifier comme parfaitement pareil. Et là, on est en train de faire des études de modélisation avec l'organisme Archibio à Montréal. Ça se pourrait même que juste les murs eux-mêmes, le petit peu d'air que ça fait échanger, ce serait parfaitement ce qu'il faut pour échanger l'air d'une maison. Naturellement, au lieu de tout faire passer par un échangeur d'air, dans des canaux de métal, qui vont s'encrasser, on va avoir de l'humidité, des bactéries, il va falloir qu'on nettoie les fils, tout ça, mais c'est le mur naturellement qui le ferait, avec plein de chaux qui est super sain, qui assainit l'air au fond, parce qu'il n'y a rien de plus assainissant que la chaux. Donc on vit dans une maison qui serait une membrane parfaite, étanche, écologique, avec des matériaux locaux, assez facile à autoconstruire. Ça, c'est l'autre aspect que je voulais vous mentionner, c'est que il se construisait beaucoup de maisons de ballot de paille avant, comme nous, on invente la technique là, ici. Donc, on n'a pas inventé la technique en ballot de paille, mais toutes les techniques sont très fastidieuses. Il existe beaucoup de travail à la construction. Ce qu'on a voulu, c'est réduire ce temps de travail-là. Alors, la technique du grève a été inventée en mettant 2 ossatures, donc ça donne la place pour mettre les ballots. Quand on a monté l'ossature, 1 ou 2 étages, mis un toit, c'est à l'abri. On appelle l'agriculteur qui nous fasse venir ces ballots de paille qu'on met à l'intérieur de la maison, bien à l'abri. Puis là, on commence le coulage des murs. C'est pour ça que cet été, on a lancé un appel là, pour tous ceux qui voulaient venir couler les ouvrages quand même. Là. Mais c'est beaucoup plus facile parce que, étant donné qu'on a une double ossature comme ça, au lieu de poser des enduits comme dans toutes les autres techniques avec une truelle, là, plus c'est long, c'est ouvert, c'est fatigant. Alors là, on met des coffrages. Et puis, on coule. On fait le tour de la maison en une journée. On coule ce morceau de chaque côté. Le lendemain matin, on décoffre. On monte les ballots. On fait une autre rangée. Ça se passe pendant le mois de juillet avec les amis, la parenté. Puis ça se fait facilement, entre guillemets. Ça fait qu'il y a des petits trucs de métier à connaître. Surtout qu'on les connaît, ben à ce moment-là, on peut les mettre sur des petites vidéos, si on est en train de le faire. Là. Quelqu'un peut regarder différentes vidéos YouTube là-dessus. Connaît les différents trucs. C'est des trucs, c'est juste des astuces, tu sais. C'est pas des techniques de construction à acquérir avec un DEP, un spécialiste, là, le métier, non, des petits trucs, là. Puis la maison peut s'autoconstruire assez facilement. Pas au complet peut-être, si vous voulez s'autoconstruire une maison. Pas tout le monde qui peut prendre des congés pour s'autoconstruire pendant un an. Mais au moins, participer à cette étape-là, puis réduire les coûts, puis avoir une maison qui est super écologique. En plus, il y a une masse thermique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une bonne isolation, mais on a quelque chose de dense, de lourd, qui va être capable d'absorber la chaleur. Puis on n'a pas ça dans nos maisons. On a ça dans les maisons européennes, la masse thermique. Les maisons en pierre, mais les maisons en pierre sont mal isolées. De sorte que quand on a construit comme ça à Québec, on voit encore de ces anciennes maisons-là, ben, les gens isolaient. Il y avait chaud l'automne, jusqu'au mois de décembre, parce que les murs avaient emmagasiné la chaleur de l'été, puis il n'y avait même pas besoin de chauffer. Même s'il faisait moins 25 dehors, la maison était stable, sauf que rendu au mois de janvier, là, les murs restaient refroidis, ils restaient encore. Fait que là, ils restaient froids longtemps. Alors l'idée, c'est de prendre une masse thermique qui accumule beaucoup la chaleur à l'intérieur, donc avec de l'isolation. Et là, on est capable d'absorber la chaleur. De sorte que, quand on chauffe, au bois, étant donné que le chauffage au bois est instable, la chaleur est absorbée, puis la température est maintenue uniformément dans la maison. Alors, pour l'hiver, une maison comme celle-là permet de chauffer au bois. Ça, c'est si on n'a pas de foyer de masse. Si on a un foyer de masse, lui fait le même principe. Il absorbe la chaleur, il la garde, une fois que le feu est fini, parce que le feu dure 1 heure et demie, il garde la chaleur, puis il la radie pendant 8 à 20 heures avec la même température dans la maison. Autrement dit, s'il fait moins 30 dehors, le soir, on fait notre feu, bien plein, pendant qu'on mange. C'est super agréable. Un beau feu d'1 heure et demie, 2 heures. Là, le feu, quand il est éteint, on ferme la cheminée. Il y a un clapet complètement dehors sur la cheminée. Donc, il n'y a plus de feu. On va se coucher. Il n'y a pas de plainte de chauffage dans la maison. Aucune. Ben, le lendemain matin, quand on se réveille, il fait la même température dans la maison que quand on s'est couché. Supposons qu'on s'est couché, il faisait 21. On se lève le matin, il fait encore 21. S'il fait 20, c'est parce qu'il va falloir faire un feu dans la journée. S'il fait encore 21, on va en faire un dans 2 jours, dans 3 jours. On va consommer très très peu de bois. C'est très peu polluant parce que c'est un principe de seconde combustion à l'intérieur, avec des conduits qui font que les températures montent à 1000 degrés Celsius, puis brûlent les gaz. Donc il n'y a pratiquement pas de pollution. Fait qu'une maison comme celle-là, on prend
utilise du bois de n'importe quelle essence. On nettoie la forêt. On n'utilise même pas du bois de boue pour chauffer, là. On nettoie, on prend le bois mort, n'importe quelle essence de bois, c'est pas combustionnaire. On n'a pas besoin que ce soit la bûche qui brûle tout le temps, toute la nuit, qui apporte de la chaleur. Non, non, non. C'est la masse qui apporte la chaleur. On chauffe la masse d'une claque, puis la masse, elle, a réchauffé. Donc, on prend n'importe quelle essence de bois, ça n'a pas d'importance. Puis, en nettoyant la forêt, on la stimule à grandir, à pousser davantage. Fait qu'on fait des plantations, on nettoie la forêt pousse de plus en plus, puis on chauffe de plus en plus nos foyers. Et plus on utilise le bois, plus la forêt pousse, plus elle est aménagée. Fait qu'on est loin de menacer la forêt, on l'améliore. C'est important parce que ce qu'on veut ici, c'est qu'on refasse les cycles, puis tout se mette à que la nature puisse vivre en harmonie avec les habitants. Hein, c'est donc l'intérêt du foyer de masse et de la maison comme celle-là. Cette maison-là est intéressante l'hiver, parce qu'elle est très performante, mais en plus de ça, l'été, à cause de la masse thermique du foyer et de la masse thermique de la maison, ben, elle est complètement climatisée tout l'été, sans mécanique. Ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre les portes et fenêtres la nuit, puis on laisse la porte ouverte en bas, puis la cheminée dehors, au-dessus, de sorte que le foyer de masse va se refroidir la nuit, et toute la masse de la maison, puis de la dalle, puis du muret. Et quand la maison va repartir le matin à 18 degrés, mettons qu'on prévoit qu'il va faire 35 dehors dans la journée, bien, toute la chaleur qui va finir par rentrer à travers le bâtiment, parce que là on a fermé les portes et fenêtres, elle va rentrer pareil. Peut-être elle va rentrer, elle va être absorbée par cette masse-là. Puis le soir, il va faire encore 21 dans la maison. Puis la climatisation va, puis on va avoir cuisiné. En plus, avec la cuisinière, si on ne savait pas qu'on réussirait même à cuisiner en plus de ça. Fait qu'il y a assez de masse pour être capable d'absorber la chaleur du bâtiment la journée, plus la chaleur de la cuisson, puis on n'a pas besoin de climatiseur mécanique. Fait qu'ici, on a une consommation d'électricité de 300 $ par année. On a 4 enfants, puis c'est bien rare qu'on ait juste 4, parce qu'on est toujours... Tu peux approuver, il y a au moins 12 personnes à la table le soir. Vous voyez, à peu près partout que la terre est tendue, donc il y a des kayakistes, puis il y a ça. Puis l'hiver, là, on a moins, on est toujours minimum 9. On consomme 300 $ d'électricité par année. Les ordinateurs, toute la gang, puis on regarde des films, puis on lave notre linge, puis on cuisine, tout. On a notre eau chaude qui est produite par le foyer puis par les panneaux solaires. Mais là, on va changer la technique avec la maison Anne. On expérimente d'autres affaires. La maison est toute avec des matériaux naturels, écologiques, recyclables, locaux, facile à construire, la performance été l'hiver. C'est pas mal des bonnes notes dans toutes les matières. Ouais. Puis, économiquement, même si on l'a fait construire au complet, parce qu'on a réduit le temps de travail par rapport aux autres techniques qu'on va faire, bien, on ne revient pas plus cher qu'une maison conventionnelle. Autrement dit, vous avez votre plan de maison, vous avez un budget, 200 000 pour vous construire, la banque l'a accepté. Maintenant, vous vous dites, est-ce que je pourrais construire une maison écologique à la place? Mais je n'ai pas le temps, là. Moi, je ne fais même pas 60 ans dessus, là. Toutes sortes de raisons, c'est mon travail, tout ça. Mais si je me construis une maison écologique, ça va me coûter moins cher, le même prix ou plus cher. Avec la technique du greffe, ça va coûter le même prix. Même si on donne à contrat toute la maison à des entrepreneurs qui charrient des seaux de mortier aux tarifs de la construction tout l'été. Mais ce qui va être tentant, c'est de ne pas faire ça. C'est de garder vos 2 semaines de vacances au mois de juillet pour couler les murs, ce qui représente beaucoup de main-d'œuvre, une grosse partie de la main-d'œuvre de la construction de la maison. C'est assez plaisant à faire, puis c'est assez facile aussi. De sorte que vous allez même économiser. C'est très rare que quand tu as un projet de maison, tu réussis à trouver une place pour économiser. D'habitude, c'est le contraire. Ça coûte toujours plus cher qu'on pensait. Il y a une place pour économiser. On se retrouve avec une maison écologique, avec un foyer de masse dedans. qui va durer des décennies, puis on ne voit pas le bout de la maison. C'est du bois, donc. Elle devrait durer aussi longtemps qu'il y a un toit dessus qui n'est pas percé, qui ne coule pas, puis que la fondation reste en place.